Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'histologie de la maladie de Hirschsprung. Alors avant ceci, j'aimerais vous montrer, ou plutôt vous rappeler, un élément important sur l'histologie normale du côlon. Donc ce qui va nous intéresser, c'est surtout la sous-muqueuse, qui est là, et la musculaire propre, donc qui est cette couche-là avec deux couches musculaires séparées. Donc la couche musculaire interne qui est faite de muscles circulaires, donc qui fait le tour du tube qui est en fait le côlon, et puis une couche externe qui est longitudinale. Et donc pour assurer certaines fonctions au niveau du côlon, notamment la fonction de sécrétion de mucus par les cellules caliciformes, mais aussi la contractilité de la musculaire muqueuse, on aura besoin à des éléments nerveux. Alors ces éléments nerveux, ils sont situés au niveau de la de la sous-muqueuse. C'est ce qu'on appelle les plexus de Meissner. Alors ces plexus de Meissner, c'est ce qu'on est en train de voir à ce niveau. Voilà, donc c'est un amas, comme on le voit ici, d'éléments à la fois cellulaires et de fibres nerveuses. Donc les éléments cellulaires, ils sont représentés par des cellules ganglionnaires. Donc les cellules ganglionnaires sont généralement visibles déjà au faible grossissement parce qu'ils sont, ou bien parce qu'elles sont caractérisées par un volume important, un cytoplasme abondant, éosinophiles. Donc voilà, donc c'est ce qu'on voit ici, donc avec un cytoplasme qui est abondant à ce niveau, éosinophile, un peu basophile, avec un noyau qui est souvent excentré, et le plus souvent on a à voir un nucléole qui est proéminent. Donc voilà un exemple du cellule ganglionnaire, une autre ici, une autre et une autre. Et entre ces cellules ganglionnaires, on a à voir généralement deux éléments, d'accord? Donc il y a des cellules qui sont un peu aplaties, un peu pavimenteuses, qui bordent les bords de ces cellules ganglionnaires, c'est ce qu'on appelle les cellules satellites. Et aussi, on a des éléments nerveux myélinisés. Donc la présence de cette myéline est visible ici par la clarté de cette région à ce niveau. Donc des cellules de Schwann avec de la myéline autour des axones formant les filets nerveux. Donc on a des cellules satellites et on a des cellules ganglionnaires. Donc ça, c'est un plexus de Meissner. Donc ces éléments, ou bien plexus nerveux au niveau de la parochoïde, on ne les trouve pas uniquement au niveau de la sous-muqueuse qui est là, mais aussi entre les deux couches musculaires. Alors c'est les cellules qu'on voit ici. Donc là aussi, c'est un autre plexus nerveux. Là, on va l'appeler un plexus d'Auerbach. Alors lui, il assure la motricité de la musculaire propre. Donc ça a été un petit rappel concernant l'aspect histologique normal au niveau d'un côlon, et ces données on va les utiliser pour ce qui vient par la suite pour discuter cette pathologie qui est la maladie d'Hirschsprung. Alors la maladie d'Hirschsprung, comme définition, c'est l'absence congénitale, donc dès la naissance, de cellules ganglionnaires, donc les cellules qu'on vient de voir. Et l'étendue de cette absence, de ce manque de cellules ganglionnaires, il est très variable d'un cas à l'autre. Alors concernant la physiopathe, on sait que ces cellules ganglionnaires, elles ont comme origine la crête neurale, et la physiopathe de la maladie de Hirschsprung, c'est en fait un défaut de migration et ou de différenciation des précurseurs de ces cellules. Donc elles ont du mal à migrer depuis la crête neurale vers la partie caudale du tube digestif. Dans 5 à 30% des cas, cette maladie de Hirschsprung, elle est associée à d'autres anomalies congénitales, notamment la trisomie 21, les cardiopathies congénitales ou bien des anomalies du système nerveux central. Concernant l'épidémie et la clinique de cette pathologie, elle intéresse 0,02% des naissances vivantes. Dans 90% des cas, le diagnostic sera posé à l'âge néonatal. Le sexe ratio, il y a une prédominance masculine notée avec un sexe ratio de 4 sur 1. Donc ça veut dire 4 naissances de sexe masculin sur une naissance de sexe féminin. La symptomatologie la plus fréquente, c'est l'obstruction colique. Et des fois, on a à poser le diagnostic à un âge un peu tardif chez les enfants qui sont plus âgés. Dans ce cas, la symptomatologie va être surtout la constipation chronique qui est parfois sévère. Donc on peut poser le diagnostic lors de la survenue de complications. La complication la plus redoutable dans la maladie d'Hirschsprung, c'est l'entérocolite, qui peut d'ailleurs se manifester en préopératoire ou aussi en post-opératoire après avoir posé le diagnostic et opéré le malade.
Parmi les éléments diagnostiques, on a plusieurs moyens. Donc l'histologie, bien évidemment, c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, mais il y a d'autres moyens, notamment la radiographie avec ingestion de contraste qui va montrer un aspect de transition en entonnoir. Et cet aspect, en fait, ça correspond à l'aspect macroscopique de l'anomalie qu'on va voir tout de suite. Il y a d'autres moyens, par exemple la manométrie. Et le traitement, il est basé sur la chirurgie. Donc on va essayer d'éliminer cette partie là où il y a le manque et l'absence des cellules ganglionnaires. Et on va rétablir la continuité, bien sûr, en accolant les deux segments sains du côlon qui contiennent, bien sûr, les cellules ganglionnaires. Donc sur le plan macroscopique, sur l'image, ça l'illustre bien. Je vous mets dans la description la source de l'image, bien sûr. Donc on a une région qui est en bas, c'est la région là où on n'a pas de cellules ganglionnaires. Alors la zone où on n'a pas de cellules ganglionnaires, elle a tendance à se contracter et à avoir un diamètre réduit. Donc c'est la partie en bas. Donc puis cette réduction de diamètre, donc bien sûr ça va causer, ça va être à l'origine d'un obstacle à l'évacuation des matières fécales, ce qui cause secondairement une dilatation de la partie proximale qui est la partie en haut, et entre les deux, on aura à avoir une zone de transition qui est à ce niveau, et donc la succession de ces trois zones va être à l'origine de cet aspect caractéristique qui est dit en entonnoir. On distingue plusieurs formes selon l'étendue et la localisation donc de la zone où on a un manque de cellules ganglionnaires. Donc la forme classique qui est la plus fréquente, qui est la forme courte, qui atteint que le côlon rectosigmoïde, pardon. Il y a une forme longue où on a un étendu de cette région qui peut atteindre la région du côlon à proximité de l'angle colique gauche. Il y a des formes même totales où on a tout le côlon qui est atteint, et il y a aussi des formes zonales qui sont beaucoup plus rares. Donc concernant l'aspect histologique, après avoir vu l'aspect normal, là où on a normalement des plexus de Messner, plexus de Urbach qui sont bien développés au niveau des couches respectivement sous-muqueuses et musculaires, on va voir maintenant à quoi ressemble un aspect de côlon dans le cadre d'une maladie d'Hirschsprung. Et je tiens à vous dire que les prélèvements qu'on reçoit, généralement pour le diagnostic ou bien pour la confirmation de cette maladie, c'est deux types. Alors soit la résection, donc après avoir fait le geste chirurgical, donc le chirurgien il va réséquer en fait la partie qui était malade, qui a été atteinte, et on va recevoir au laboratoire une pièce de résection colique, ou bien en deuxième lieu, pour établir le diagnostic lorsqu'on avait un doute, on peut recevoir aussi des biopsies. Alors il faut savoir qu'on ne va pas recevoir n'importe quel type de biopsie, c'est des biopsies qui doivent répondre à certains critères pour dire qu'elles sont représentatives pour permettre de poser le diagnostic d'une maladie d'Hirschsprung. Alors premier exemple qu'on voit ici, c'est l'exemple d'une résection colique. Donc on a fait une coupe comme on le voit de façon transversale, une coupe serrée. Donc on voit la paroi colique avec la lumière qui est au centre. Et bien sûr, si on nous dit, on nous oriente vers la possibilité de maladie d'Hirschsprung, on doit chercher les plexus donc nerveux au niveau des deux couches, donc la sous-muqueuse qui est là, et entre les deux couches musculaires qui est cette zone à ce niveau. Et donc voilà, donc sur les deux fragments, donc on va essayer de chercher les signes pour ceci. Alors déjà au faible grossissement, l'hyperplasie, l'atrophie nerveuse, elle est évidente. Alors déjà au faible grossissement, donc si on observe la sous-muqueuse qui est cette couche-là, donc on observe bien une teinte qui est un peu jaune, un peu orange, parce qu'on a utilisé le safran dans la coloration HES pour cette lame. Et on voit que, contrairement à ce qu'on a vu sur l'aspect normal, les filets nerveux, ils sont vraiment hypertrophiques, ils sont abondants, et on a l'impression d'avoir des filets qui sont continus au lieu d'avoir des plexus qui sont un peu éparses, qui sont discontinus en rapport avec un aspect normal. Alors, deuxième élément, après avoir observé cette hypertrophie, c'est la recherche des cellules ganglionnaires. Et je vous dis, si on passe, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures à rechercher sur cette lame des cellules ganglionnaires, je vous promets qu'on va trouver aucune cellule ganglionnaire. Donc voilà, donc toujours il y a des filets nerveux qu'on observe ici, donc qui sont bien limités en périphérie par le périnorium. Donc et au centre, on a cet aspect un peu ondulé. Voilà, donc ondulé, et puis les éléments nucléaires qu'on est en train d'observer, c'est des noyaux de cellules de Schwann, caractéristiques par leur forme un peu en virgule, c'est ce qu'on voit ici, un peu incliné,
comme ce qu'on voit ici. Donc des fois on leur décrit une forme en S, comme le noyau par exemple ici. Là aussi la même chose. Là aussi peut-être aussi. Voilà. Donc toujours c'est le même aspect qui va se répéter sur tous les filets nerveux. Donc toujours c'est hyperplasie sans présence de cellules ganglionnaires. Donc après avoir bien sûr réalisé de multiples coupes, donc pour s'assurer vraiment de l'absence de cellules ganglionnaires, on pourra tranquillement poser le diagnostic d'une maladie de Hirschsprung. Et bien sûr, là, puisque c'est une résection, donc on pourra avoir un coup d'œil aussi sur la couche entre les deux musculaires, la circulaire et la longitudinale. Et là aussi, on va trouver la même chose, des filets nerveux qui sont hyperplasiques, donc avec uniquement des noyaux de cellules schwanniennes, sans présence de cellules ganglionnaires. Donc là aussi, c'est un autre exemple. Là aussi, un autre filet, donc périnorium qui fait cette bonne limitation des filets nerveux en périphérie. Là aussi, la même chose, mais toujours pas de cellules ganglionnaires. Donc, deuxième cas de figure, on suspecte le diagnostic chez un patient, et puis on veut faire des biopsies. Donc on fait des biopsies, et on nous envoie ça au laboratoire de pathologie. Ce qu'on reçoit, ça va être à peu près ça. Donc, comme j'ai dit, on ne va pas accepter n'importe quel type de biopsie, et les chirurgiens sont généralement au cours des critères pour que leur prélèvement soit satisfaisant, soit représentatif. Tout d'ailleurs, le diamètre total de la biopsie, ça doit dépasser 3 mm. Ça, c'est la première condition. Et deuxième condition, c'est le rapport entre la muqueuse par rapport à la sous-muqueuse. Alors, la sous-muqueuse, elle doit représenter au moins l'épaisseur de la muqueuse. Donc, idéalement plus, bien sûr. Alors, dans ce cas, la biopsie, elle est un peu généreuse et on a à voir aussi un fragment de la musculaire propre. Alors, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ici, on a le côté de la lumière qui est là, donc on a la muqueuse qui est là, avec les cryptes qui sont d'aspect normal, donc on a des éléments lymphoïdes également. Et puis ce qui nous intéresse, puisqu'on suspecte une maladie d'Hirschsprung, c'est la recherche de plexus. Alors ce qu'on voit là aussi, à moindre degré par rapport au cas précédent, c'est l'hyperplasie nerveuse, ou bien des filets nerveux. Donc les éléments nerveux, c'est ça, donc avec une bonne limitation en périphérie, et puis la myéline qui se traduit par cet aspect clair. On voit bien l'aspect un peu ondulé, suivant ce sens. Et puis les différents noyaux, ça correspond aux noyaux de cellules schwanniennes. Donc si je me balade un peu dans la lame, je vais trouver d'autres filets nerveux. Voilà un autre foyer. Donc là où je vois des filets nerveux avec uniquement des cellules de Schwann et de la myéline à l'intérieur, sans présence de cellules ganglionnaires. Donc bien évidemment, comme j'ai dit, sur cette biopsie, on avait de la chance d'avoir un petit fragment de la musculaire propre, ce qui va permettre d'analyser également au niveau de cette zone, ça veut dire la zone entre les deux couches musculaires, donc la circulaire en haut et la longitudinale en bas, cette zone pour rechercher aussi l'hyperplasie nerveuse et surtout l'absence de cellules ganglionnaires. Donc c'est ce qu'on voit ici, on ne voit pas les cellules ganglionnaires qu'on a vues sur l'aspect histologique normal sur la première lame virtuelle. Et bien évidemment, toujours avoir à l'esprit qu'il faudra faire plusieurs niveaux de coupe pour s'assurer qu'il n'y a pas de cellules ganglionnaires. Et aussi, parfois, on a un recours à l'immunohistochimie. Alors, on sait que les cellules ganglionnaires, elles expriment un marqueur ou bien une molécule qui est la calrétinine. Alors, je pourrais utiliser ça, bien évidemment, donc, pour mettre en évidence l'absence totale de ces cellules ganglionnaires. Malheureusement, je n'ai pas de lame virtuelle pour un marquage normal de la calrétinine, ça veut dire sur un prélèvement normal du côlon, mais normalement, on devrait avoir un marquage de filets ou bien de petites fibres nerveuses au niveau de la couche musculaire muqueuse, qui est la couche que je vous montre ici. Alors là, si on observe bien, on n'a aucune fibre nerveuse qui est marquée. Donc ce qu'on voit ici, ce qui est marron un peu clair, c'est juste des dépôts du colorant. Comment je sais ça? C'est parce que la couleur marron, elle ne marque aucune structure. Et puis au niveau de la muqueuse, je pourrais vous montrer les cellules qui sont positives. Alors toutes les cellules qui sont marquées à ce niveau, c'est en fait des mastocytes qui sont qui expriment normalement la calrétinine. Donc on pourra utiliser cet élément comme un témoin interne qui est donc un signe que la technique de l'immunohistochimie a bien marché. Et puis les zones qui sont foncées ici, c'est juste des dépôts du chromogène. On peut dire ça parce que on ne voit pas des structures
bien nettes qui sont marquées, c'est juste des dépôts, là aussi c'est des dépôts. Et puis si je me balade un peu pour voir et vérifier les zones là où j'ai repéré les filets nerveux, comme par exemple cette zone-là, donc je ne vois aucun marquage, aucune cellule, là aussi. Donc je vois un joli filet nerveux avec cet aspect ondulé, les cellules de Schwann qui sont là. Et je ne vois aucune cellule marquée, aucune cellule qui rappelle l'aspect d'une cellule conchyliomnaire. Donc comme ça, on est sûr et on pourra poser le diagnostic d'une maladie de Hirschsprung. Donc je reviens pour récapituler ce qu'on a vu sur le plan microscopique. Donc diagnostic sur la microscopie, c'est essentiellement l'absence de cellules conchyliomnaires, avec comme réaction associée une hypertrophie des nerfs qu'on va observer au niveau de la sous-muqueuse et donc de la musculaire propre, là où on parle bien sûr de plexus myotérique ou bien de plexus d'Auerbach. Sur la biopsie, première des choses, c'est vérifier est-ce que c'est conforme, est-ce que c'est satisfaisant, la qualité de la biopsie. Donc on a dit le diamètre, ça doit dépasser 3 mm. La muqueuse, ça doit faire le diamètre de la sous-muqueuse, ou bien idéalement la sous-muqueuse ça doit représenter plus de calibre par rapport à la muqueuse, et puis le siège du prélèvement qui doit être localisé à plus de 2 cm par rapport à la ligne pectine. Sur l'immunohistochimie, on pourra utiliser la calrétine qui va montrer une absence de marquage et toujours vérifier si la technique elle a marché en vérifiant le marquage positif normal sur les mastocytes. Donc j'espère que cette vidéo est utile pour vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.